Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573, au Congo, Canal 9 et en France sur Free, Canal 426 et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. C'est la plus grande institution financière du continent, la Banque africaine de développement. Pour ses 61e assemblée annuelle, c'est à Brazzaville, en République du Congo, qu'elle s'est donné rendez-vous pour la toute première fois dans son histoire avec pas moins de 4000 participants. C'était du 25 au 29 mai 2026. Un défi immense pour le Congo, mais que le pays a relevé avec brio, à la grande satisfaction de l'institution financière. Alors, que retenir de cette grand-messe continentale et internationale? Quelle résolution, quel paradigme nouveau et surtout, quelle perspective pour l'avenir? Trois invités avec moi pour en parler. Mawa Kourouma. Vous êtes spécialiste en accompagnement des petites et moyennes entreprises et des organisations au patronat. Ça tombe bien, puisque tous les spécialistes nous disent que l'avenir de l'économie africaine dépend des petites et moyennes entreprises. C'est donc à juste titre que je vous ai invité. Vous êtes expert comptable. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette grande institution continentale qu'est la Banque africaine de développement. Merci. Emmanuel Okamba, vous êtes maître de conférences HDR des universités HDR, habilitation à diriger les recherches spécialistes en finance. Vous enseignez l'économie à l'université Gustave Eiffel, Paris. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pour parler de ce grand défi que votre pays, le Congo, vient de relever, et ensuite de la Banque africaine de développement. Merci Richard. Et le grand habitué de mon émission est avec nous, David Asiba Johnson. Vous êtes professeur des universités, économiste. Les problématiques économiques, financières, monétaires et même celles liées aux architectures de financement vous sont familières. On va en parler dans cette émission et c'est à juste titre que je vous ai invité, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. La fierté et la satisfaction d'avoir abrité les 61e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement était totale au Congo, et ce d'autant plus que l'exploit comporte des bénéfices immédiats, des bénéfices à moyen terme et des bénéfices à long terme. On écoute à ce propos Ludovic Ngatse, il est le ministre congolais de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective. Les bénéfices immédiats, c'est cet honneur qui est fait à notre pays d'accueillir une si grande réunion internationale. Personne ne nous donnait vraiment un tel crédit. Et même de nombreux gouverneurs qui sont en fait les ministres des Finances, ministres de l'économie et du plan, m'ont partagé cet avis-là lors des réunions proprement dites en disant on venait ici, on se disait ok, on va y aller, mais on ne croyait pas que c'était comme ça. Donc c'est d'abord le premier bénéfice, c'est cet honneur-là. C'est vraiment le succès du Congo, le succès diplomatique. Mais au-delà de ça, il y a ces 3-4 000 personnes qui sont venues, qui ont consommé au Congo, qui ont occupé nos hôtels, qui ont découvert le Congo et qui reviendront demain parce qu'ils savent que c'est un pays formidable où il y a des infrastructures dignes de ce nom. Je le disais avant les assemblées annuelles, personne ne me croyait. Mais tout le monde a découvert on est parmi les pays de l'Afrique noire qui ont des très jolis hôtels, qui ont un centre de conférences incroyable, qui ont un beau climat, qui ont un peuple accueillant. On a un aéroport parmi les plus beaux de l'Afrique. Voilà, on a une culture, on a tout ça. Les gens ont découvert ça. Vous n'avez pas été dans tous les événements, mais on a organisé des soirées qui ont épaté plus d'un participant. Donc, les bénéfices immédiats sont ceux liés à l'économie immédiatement, mais aussi au succès de notre pays. Mais à moyen long terme, c'est les financements que nous attendons. Nous avons été en contact avec beaucoup de banques de développement, notamment les banques des pays du Moyen-Orient, derrière la BADEA, mais aussi les Américains, les Français. Les gens ont vu un intérêt particulier à demain venir travailler au Congo. Le peuple congolais est un peuple accueillant, dit Ludovic Ngatse, le ministre de l'économie du Congo. Et il a raison de le rappeler. Emmanuel Okamba, on vient de le voir, votre pays, pour la toute première fois, comme je l'ai dit, a relevé un défi immense en termes d'infrastructure. Rien à dire. Comment avez-vous vécu ce grand événement que vient d'abriter votre pays? Merci Richard. Il faut
féliciter les autorités congolaises pour les efforts qu'elles réalisent depuis un certain nombre de temps en matière d'infrastructure, et puis en matière aussi de mobilisation de la population pour qu'elle soit de plus en plus hospitalière. Et nous sommes dans le cadre d'une intégration régionale, et cette intégration ne peut se réaliser que dans cette unité, dans cette bienveillance que nous devons avoir, nous, entre nous les Africains, nous et nos partenaires. Donc Brazzaville fait beaucoup d'efforts pour sa capacité hôtelière, pour ses infrastructures, mais aussi pour les amphithéâtres qui sont développés pour que Brazzaville devienne un véritable hub en matière donc de rencontres internationales concernant le développement de l'Afrique. Et parlant d'infrastructure, effectivement, et comment ne pas faire un clin d'œil à Jean-Jacques Bouya, le vice-premier ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire, lui qui, depuis plusieurs années, construit pierre après pierre et inlassablement les infrastructures dans votre pays. Le Congo, Madame Kourouma, effectivement, vous êtes ivoirienne. Nous disions à l'occasion d'une discussion informelle avant cette émission comment votre pays aussi a connu un boom infrastructurel ces dernières années. Et là, on découvre aussi en Afrique centrale un pays qui relève le défi, celui de se doter d'infrastructures de qualité, susceptibles d'accueillir autant de monde comme on l'a vu le 29 mai dernier. Oui, c'est très important que nos pays se montrent capables de se hisser au niveau des pays dits développés pour recevoir... Bon, on n'en est pas encore totalement là. Oui, mais on a quand même la capacité africaine déjà d'accueillir. Donc, on s'est doté d'infrastructures qui nous permettent d'accueillir dans des conditions normées, internationalement normées, qui nous permettent comme je disais, de jouer dans la cour... C'est vrai. Des grands. Avec notamment l'implantation dans votre pays de grandes chaînes hôtelières comme... Oui. On ne va pas faire la publicité dans l'émission, mais c'était fait. Professeur David Asiba Johnson, on a entendu le ministre de l'économie du Congo, Ludovic Ngasse, qui se satisfait et qui dit la fierté de son pays d'avoir organisé pour la toute première fois dans son histoire une grande-messe continentale et internationale avec des infrastructures aux normes, aux standards internationaux. Oui. Effectivement, il ne s'agit pas de prendre le contre-pied. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez des éléments objectifs. Je serais beaucoup plus heureux si ces infrastructures étaient réalisées par des Africains eux-mêmes, construites, bâties par des Africains. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup plus d'ingénieurs qui avaient participé, formé pour réaliser ces infrastructures, au même titre que les Chinois arrivent à le faire, donc il nous appartient également de pouvoir le faire. Non, on n'est pas venu ici pour critiquer, mais il est assez important de mettre en saillie que le potentiel du continent africain passe par la valorisation de son capital humain. Et ce capital humain, à mon sens, on ne l'utilise pas à bon escient, on ne le développe pas, et c'est quelque chose qui est tout à fait important de souligner. D'accord. Alors, si les infrastructures sont réalisées par d'autres nations ou par d'autres institutions, c'est une création de dettes qui seront pendantes pendant des années qu'il faudra pouvoir résoudre. Donc vous voyez très bien qu'une capacité de produire soi-même ces infrastructures est quand même un avantage comparatif et compétitif. Même si c'était des ingénieurs nationaux, il faut dépenser, il faut les payer. Je vous entends très mal. Professeur, même si c'était des ingénieurs nationaux, il faut les payer. Mais quand on prend l'exemple, par exemple, du Japon, oui, qui a une dette énorme, mais vis-à-vis des Japonais,
ce sont des ingénieurs japonais, effectivement, qui réalisent les infrastructures au Japon. Non, mais- C'est vrai, mais ça n'empêche que le détail dépense et reste immuable, non? Non, mais attendez, il ne faut pas confondre des infrastructures qui ont été une dette d'une nation par rapport à elle-même et une dette extérieure. Oui. Attention, il faut pas, ça ne Mais vaut pas la même oui, chose. c'est Il y a pas une ce qu'on nuance fait, bien sûr. qui est assez importante. Si vous vous endettez, par exemple, dans une monnaie locale, le coût n'est pas la même chose que si vous vous endettez dans une monnaie extérieure. Donc, la singularité du Japon, c'est que c'est une dette Interne. déjà interne, Bien sûr. qui n'a rien à voir Oui, avec les autres. oui. Mais Alors, toujours dit qu'il y a dette. mais la notion de dette est liée au cycle de l'investissement. D'ailleurs, hein, on va être technique là, hein, certainement. Et c'est-à-dire que c'est des investissements, par exemple, dont la construction, le délai de réalisation va demander, par exemple, 20 ans, n'est-ce pas, ou 10 ans, n'est-ce pas, avec des niveaux d'évaluation très élevés, ne saurait être amorti au cours d'un seul exercice budgétaire. C'est vrai. Il faudrait pouvoir être à même d'étaler cette dette, ce montant d'investissement spatio-temporellement pour qu'elle ne pèse pas en termes de finances ceux qui contribuent à travers l'impôt. Il y a un élément très important dans ce que vous dites, professeur. C'est très, très important. C'est comment se fait-il, et la question a sa pertinence totale, que 60 ans après nos indépendances, les grands édifices de chez nous, les grandes infrastructures, les ponts chez vous, Madame Kourouma, en Côte d'Ivoire, les grands centres de conférences dans nos pays sont encore construits par des ingénieurs étrangers. Et pourquoi pas des ingénieurs africains? C'est la question fondamentale que soulève le professeur. Il faut l'entendre, ça. Oui, Monsieur Richard, c'est que, vous savez, en matière de développement, il y a une trajectoire. Donc, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous hisser au sommet de la trajectoire. Il faut bien commencer par quelque chose. Oui. Et c'est vrai qu'après les indépendances, nos pays ont vécu un peu sur ce que le colon a laissé. C'est vrai. Jusqu'aux années 70. Oui. Jusqu'aux crises pétrolières, au choc pétrolier donc des années 70. C'est à partir de ce moment-là que chacun a essayé de comprendre ce qui se passe réellement et que les pays africains ont commencé à penser leur propre trajectoire, qui n'était pas encore définie jusqu'ici. Oui. Et dans cette trajectoire, le problème, c'est que les infrastructures ne sont pas sur place. Oui. Alors, on a deux choix. Soit on prend le temps de former les ingénieurs et on attend dans 40 et 50 ans pour qu'ils viennent réaliser après. Pourquoi pour former un ingénieur, il faut pas... Ça prend du temps. Entre le moment où il rentre Ça, on est d'accord. de la maternelle jusqu'à l'école Ah oui, c'est comme d'ingénieur, ça, ça d'accord. prend du temps. Oui, ça oui. Ça, Ah, on est, ça on prend est- du temps. On est Bon. d'accord. Ou alors on dit, ben voilà, on ne va pas refaire la roue. Oui. Eh bien, on va s'appuyer sur ce qui existe. Oui. Alors on emprunte. On emprunte aussi le savoir. On demande le transfert de technologie. Oui. Et dans ce transfert de technologie, il y a donc un effet d'apprentissage local. Le seul problème, c'est que, comme le dit le professeur, c'est que très souvent, ces investissements sont faits, mais il n'y a pas de transfert de technologie. Or, ce transfert devrait être inclus dans le cahier de charges. Comme les Chinois l'ont fait, comme le font les Japonais. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Donc vous êtes en train de nous expliquer, M. Okamba, que quand on prend l'exemple de votre pays, qui ces dernières décennies a connu un boom infrastructurel, il faut le dire, avec le ministre des Grands Travaux, aujourd'hui vice-premier ministre, où vous avez construit des infrastructures dans tous les départements de votre pays, même si des efforts restent encore à faire, il est évident que votre pays est doté d'infrastructures. Vous auriez souhaité quoi? Que les entreprises, les multinationales et internationales auxquelles vous aviez fait face laisse du savoir, ou du moins transfère le savoir aux Congolais pour prendre le relais. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer? C'est absolument ça. C'est-à-dire que le cas du Congo, avec les municipalisations accélérées, avec la politique d'aménagement du territoire, qui a été conduite, c'est vrai, par le ministre d'État Bouyard,
et aujourd'hui donc vice-premier ministre, qui était donc la cheville ouvrière de ce développement. Sous l'impulsion du président de la République. Absolument. Il faut aussi le préciser. Oui, c'est très important. Absolument. Alors, donc, ce travail a été fait, mais ce qui manque, c'est justement ce transfert de technologie. C'est-à-dire que les Chinois sont venus implanter les infrastructures, ils sont repartis. Mais quand ça tombe en panne, et c'est là le problème. Mais donc, il faut les refaire revenir. Il faut aussi avoir l'honnêteté. Oui, professeur. Oui, allez-y, vous voulez répondre rapidement avant que je... Non, mais je voulais dire, il faut qu'il y ait une politique volontariste qui détermine le cadre de la collaboration avec les partenaires qui devront réaliser des investissements. On va parler dans cette émission, professeur. On reviendra effectivement sur... Je voulais répondre tout simplement à la remarque que mon collègue avait faite, selon laquelle ça demanderait beaucoup de temps. Mais je dis que si une trajectoire, à tout le moins, est définie, la temporalité qui semble être un problème pour vous, on peut en faire une économie. Et je le démontre. Merci, professeur. On va parler au cours de cette émission. Et là où ce qui est intéressant avec vous, Madame Kourouma, vous qui êtes dans l'accompagnement des PME, il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que même quand les multinationales viennent chez nous, elles travaillent avec nos PME. Nos petites et moyennes entreprises, ils font de la sous-traitance. En général, je veux dire, les Turcs qui ont construit, bon, je ne vais pas dire les infrastructures de quel pays, les Turcs qui construisent chez nous ne viennent pas avec tous les manœuvres toute la force ouvrière de la Turquie. Les Chinois ne viennent pas forcément avec tous les Chinois. Il y a de la sous-traitance. En tout cas, il y a du travail qu'ils apportent. Au PME, local, non? Nous essayons en tout cas de nous insérer dans cette économie et pas simplement au niveau manœuvre. Certes, on veut monter en compétences, mais nous souhaitons aussi que soit formalisé le transfert de compétences, puisque les PME, c'est vrai que nous sommes jeunes, nos PME sont jeunes, mais elles ont une compétence. Absolument. Et il ne faut pas minimiser l'innovation qu'il est possible d'obtenir de nos PME qui sont... Ça ne dépend pas de la taille. Ils sont petits, mais agiles, ils ont des idées. Et puis avec les nouvelles technologies, ça peut aller très vite. Mais il faut que, au haut niveau, on nous laisse la place. On nous autorise à nous insérer durablement et concrètement dans ce tissu-là. Donc, quand je prends l'exemple d'un pont qui doit être construit, quand les Chinois viennent construire un pont en Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens, les ingénieurs ivoiriens, pas simplement les manœuvres qui vont venir nettoyer le chantier, mais il faut que les ingénieurs ivoiriens soient impliqués, les techniciens soient impliqués. Il faut que tout l'écosystème qu'il y a autour de ces chantiers-là, il y a plusieurs métiers, le nettoyage, le catering, la logistique, tous ces métiers-là doivent revenir à des locaux. Et c'est là où vous nous plongez dans la complexité de la problématique. Vous comprenez que celui qui donne l'argent vient avec ses ingénieurs. Oui, c'est une négociation que nous sommes obligés d'engager, puisqu'on ne peut pas rester sur le côté. Nous sommes dans nos pays et nous sommes obligés de nous jeter dans cette bataille. Nous n'avons pas le choix. Mais vous savez, le problème qu'elle soulevait... Vous avez posé la question que j'ai posée à madame. Celui qui finance, apporte et impose sa multinationale. Non, mais monsieur Togbe-Rija, souffrez peut-être d'écouter. Ah ben, c'est ce que je fais. Ce que la dame vient de mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle le local content, c'est-à-dire le contenu local de pouvoir utiliser des ressources endogènes. Bien sûr. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour dire, OK, je fais du local content. Ce qui suppose a priori que ça s'inscrit dans une dynamique définie par une politique industrielle qui va tenir compte justement si on a une volonté de former des champions nationaux. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui est assez profond. Si vous dites non, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement que les investissements soient réalisés et que je sois à temps, vous ne résolvez pas les problèmes, en fait, du local content. Le local content n'est pas une génération spontanée. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il est nécessaire que la hiérarchie, sur le plan vertical,
prenne attache avec les acteurs en place afin que le local content soit une réalité et non une vue de l'esprit. Vous soulevez le problème de dire c'est celui qui finance. Non, sois un peu concret, précisons le propos, comme ça tout le monde comprend. Comment on va s'imaginer votre schéma à vous? C'est-à-dire que le Congo veut construire le Centre international de conférence de Kintele. Oui. Le marché attribué à une multinationale turque. Oui. À partir de là, déroulez-nous votre schéma. Bah alors d'abord, avant de me dire qu'il veut construire un centre, je vais essayer de savoir, il y a un critère d'évaluation pour dire est-ce que c'est pertinent ou non pertinent. Ah mais non mais attendez, non mais on en a besoin. Mais si vous bloquez le jeu, naturellement, je vais... Allez-y. Je prends votre hypothèse que vous avez. Non. Alors, je la retiens. Et alors, je vais appliquer comment les autres nations ont pratiqué. D'accord. Donc, c'est le cas qui va prendre. Je vais prendre le cas de la Chine. La Chine dit, effectivement, c'est pas grave. Vous avez une technologie que vous désiriez me vendre. Cette technologie que vous désiriez me vendre, je voudrais être à même de pouvoir la reproduire. D'accord? Donc, si un centre comme celui dont vous étiez en train de parler. Oui, j'aurais pu parler de celle non, mais un celui exemple, de Libreville. Non, mais je pense un centre. Ou d'Abidjan. Mais ça s'applique aux avions, partout. ça s'applique, sûr, etc. Voilà. Déroulez-nous votre schéma. D'accord. On peut le dérouler, le schéma. Donc, je dis, il y a des corps de métiers tout à fait différents qui vont intervenir dans la mise en œuvre, la réalisation. Bien sûr, oui. C'est l'architecture des systèmes complexes. C'est mon métier. Il y a des corps de métiers tout à fait différents. C'est ce que madame fait. Oui. À partir de ces corps de métiers tout à fait différents, je voudrais pouvoir reconstruire une infrastructure ou un investissement de ce type-là. Oui. Donc, je négocie dans le cahier de charges le déploiement, n'est-ce pas, d'une acquisition de transfert de technologie, c'est-à-dire que je peux dire que à un poste comme les Asiatiques l'ont fait, si j'ai un électricien chinois qui est là, un ingénieur électricien qui est là, il y aura 10 collaborateurs congolais ou sénégalais qui seront en train de faire ce qu'on appelle learning by doing. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, la question que vous soulevez, effectivement, si on n'a pas travaillé dans l'usine, moi j'ai l'expérience de l'usine, j'ai l'expérience de l'industrie, nous savons organiser justement les transferts de compétences à l'intérieur des institutions ou des usines de telle façon que les acteurs maîtrisent la connaissance. C'est réalisable. Mais faudrait-il encore le définir sur le plan stratégique et en termes de vision? C'est ce dont on souffre. En comptant sur l'altruisme et la bienveillance de celui qui a la technologie. Parce que lui, pour acquérir la technologie, il a dépensé énormément pour acquérir la technologie, pour former ses ingénieurs. On ne transfère pas comme ça et de façon gratuite et la technologie. Mais on comprend le point de vue du professeur. Un élément... Juste un élément. Et c'est lié... Les problèmes ne se posent pas de la même façon par rapport aux technologies. Ça aussi, il faut en tenir compte. D'accord. La construction des infrastructures, des routières, la technologie est triviale. Ça fait plus de 400 ans, 500 ans. On sait comment ça marche. Ça n'a pas ce qu'il y a. C'est le calcul des structures. Le calcul des structures, c'est la résistance des matériaux. Ça n'a pas changé. Ce sont les règles, la théorie de l'élasticité de Cauchy, les tenseurs de Cauchy, etc. Ça n'a pas changé depuis le 18e, 19e siècle. Il faut déterminer les forces internes, les forces extérieures, les effets de cisaillement. On la maîtrise, la technologie. Mais non, les problèmes ne sont pas identiques. Donc si vous prenez un problème pour lequel la technologie est triviale, banalisée, elle ne s'oppose pas de la même manière pour une technologie émergente. Complexe, absolument. On est totalement d'accord. Et professeur, le problème, c'est... C'est intéressant comme échange, comme discussion. C'est l'appropriation de la technologie. Mais oui. S'approprier la technologie, l'adapter au contexte. Absolument. Pour innover. Bien sûr. Et c'est là le problème. C'est là qu'intervient le problème de la formation de nos ingénieurs, de nos techniciens, donc de ressources humaines. Vous voyez que si ce travail de construction des infrastructures est donné en totalité aux étrangers, les Africains ne vont pas innover. Nous serons des consommateurs de technologie, point barre. Or, l'Afrique
doit s'approprier des technologies. Et pour s'approprier ces technologies, il faut que ça rentre dans une vision stratégique des politiques. Donc, il faut une volonté politique. Il faut souligner aussi, hein, et c'est pour ça que je le dis souvent, NCA, c'est aussi montrer ce qui se fait de façon positive sur le continent. Et beaucoup de choses se font sur le continent par rapport à ce que vous dites, et même votre pays est dans une démarche au lieu d'envoyer des étudiants à l'étranger, on construit l'école ou les centres de formation à l'interne et on fait venir les ingénieurs formateurs. Ça peut être une formule, non? Je pense que sur le plan hôtelier, par exemple, votre pays est en train d'emprunter cette voie. C'est quelque chose qu'on peut multiplier aussi. C'est cette vision que le président Denis Sassou Nguesso et bien sûr un certain nombre d'acteurs aussi du développement en Afrique ont compris que envoyer les étudiants systématiquement à l'étranger, c'est bien. Ouais. Mais venir les former sur place, l'effet est plus important. Absolument. Donc, surtout qu'on n'est pas sûr qu'ils vont revenir. Et surtout, on n'est même pas sûr qu'ils vont revenir, oui. Ceux qui partent. Oui. Ils vont trouver des opportunités dans le pays d'accueil et puis finalement, ils restent. Donc, on a ce problème de fuite de cerveau. Donc, maintenant, au Congo, par exemple, on a carrément renversé la démarche en disant, ben voilà, on crée des infrastructures, on crée des instituts et on fait venir tout le savoir. Y compris celui de la diaspora, y compris des diasporas. Il n'y a pas que la diaspora congolaise, des diasporas africaines par rapport aux compétences. Eh bien, la formation se fait sur place. Donc, tout ceci se rentre, si vous voulez, dans la trajectoire du développement. Donc, une vision. Et si nos autorités politiques n'ont pas de vision, ça ne va pas. C'est pour ça que vous avez cité tout à l'heure, Richard, vous avez dit, mais il faut citer aussi le président, parce que le président de la République, parce que tout ceci, c'est grâce à sa vision. Et en Côte d'Ivoire, évidemment, le président Alassane Ouattara qui a donné une impulsion, en tout cas en ce qui concerne la politique infrastructurelle dans votre pays. Vous, encore une fois, qui êtes dans la problématique liée au PME, c'est ce qu'il faut faire. Il faut importer le savoir. Pas envoyer les nationaux hors du pays chercher le savoir, importer le savoir. Il faut importer le savoir, il faut déjà faire revenir le savoir qui est parti, mais il y a des projets qui sont en place déjà pour les personnes de la diaspora, que ce soit en termes de financement ou de compétences. Donc on fait revenir la compétence dans nos pays, mais aussi former nos jeunes et leur proposer un cadre culturel, parce que c'est la culture, un cadre culturel, une économie qui leur permet de se développer, puisque c'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est les consommateurs de demain, et l'Afrique en 2050, c'est le premier marché de consommation. Donc, effectivement, la BAD accompagne, la Banque africaine de développement accompagne ces initiatives. J'ai vu récemment dans votre pays, il est en construction, c'est déjà même mis en place une sorte de zone franche numérique, une sorte de Silicon Valley. Et dans votre pays, la Côte d'Ivoire, je propose qu'on marque une coup de pause. On revient dans quelques instants pour la suite de notre émission et on parlera effectivement des grandes résolutions prises à Brazzaville par la Banque africaine de développement. On a l'impression qu'il y a avant Brazzaville et il y aura un après Brazzaville en ce qui concerne la Banque africaine de développement. En tout cas, on en parle après une coup de pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des résolutions prises les 25, 26, 27, 28 et 29 mai à Brazzaville, à l'occasion des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ce que fait la Banque africaine de développement, c'est de financer les infrastructures. Infrastructures de tout genre, y compris des infrastructures énergétiques, puisque vous parlez d'énergie. Et à l'occasion donc des 61e Assemblées annuelles de l'institution financière à Brazzaville, Jean-Jacques Bouya, le vice-premier ministre en charge des infrastructures, a signé avec le vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, un avis d'appel à manifestation d'intérêt concernant le projet Pont-Route Rail. On écoute très rapidement le vice-premier ministre congolais, Jean-Jacques Bouya. Ce projet structurant, voulu et porté avec détermination par leurs excellences, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, incarne véritablement une vision ambitieuse d'intégration régionale, des connectivités africaines et des transformations économiques durables. En décidant donc de mutualiser leurs efforts et leurs ambitions, les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Congo traduisent concrètement leur volonté commune de bâtir un espace économique régional plus intégré, plus attractif et davantage tourné vers l'avenir et le progrès. Ça, c'est un projet très important. Monsieur Okamba, Pont-Route Rail, qui va être d'une longueur de 1750 mètres, c'est important. Et à Brazzaville, il y a quelques jours, il a été décidé que les travaux vont commencer avant fin 2026. Mais le point que je voudrais qu'on aborde ici et qui marque, on va dire, une sorte de rupture par rapport à la pratique habituelle de la Banque africaine de développement, c'est cette décision, cette résolution de mobiliser désormais 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine pour financer l'institution financière. Quel regard vous portez justement sur cette résolution qui est finalement historique, la mobilisation de 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine? Alors, l'idée, c'est que la résolution essentielle de la réunion de Brazzaville, il faut tout simplement dire que c'est une volonté d'émancipation à la fois économique et financière. S'émanciper. Ça veut dire... De l'extérieur. Oui, conquérir sa souveraineté, bien sûr, à la fois industrielle, commerciale et financière. C'est pas rien. Ah oui. C'est une véritable rupture. Par rapport au projet dont vous parlez, ça date depuis Lumumba, ce projet. Le projet de construire le pont sur le Congo, depuis Lumumba. Oui. Et chaque fois, ça a été reporté, chaque fois, ça a été reporté, chaque fois, ça a été reporté. Et cette fois-ci, les autorités africaines, avec l'aide de la Banque africaine de développement, ont pris le taureau par les cornes pour dire, bon, maintenant, il nous faut faire ce pont. Parce que ce pont va ouvrir, en fait, toute l'Afrique centrale. Donc, quelqu'un peut partir de l'extrême est de la RDC et rejoindre l'océan Atlantique à Pointe-Noire. Et de là repartir jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Nigeria, et ainsi de suite. Donc, ouvrir tous ces corridors, en termes d'infrastructure, c'est un progrès énorme. Déjà, avoir cette volonté de concrétiser cela. Donc, là, il y a une véritable rupture. On est pris dans les slogans, mais il y a la signature des accords. Et on espère que cette fois-ci, ces ponts seront réalisés avec l'expertise africaine. Ouais. Le poisson est moins optimiste que vous-même. Bon, madame, ne faites pas attention au pessimisme du professeur David Asiba Johnson. Il nous permet de produire du débat et c'est le plus important finalement.
mobiliser 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. C'est ambitieux comme... C'est ambitieux, mais c'est, je pense, tout à fait réalisable. C'est tout à fait réalisable et c'est souhaitable. Nous le souhaitions, enfin nous souhaitions cette prise de conscience depuis longtemps, puisque nous, les PME, nous savons que le progrès, le bonheur ne vient que de l'intérieur. Nous ne pouvons pas attendre que les fonds étrangers nous développent, puisque les fonds étrangers développent les PME étrangères. Donc, c'est avec beaucoup d'espoir que nous constatons ce changement de paradigme. Nous espérons que ce sera un réel et concret changement de paradigme pour nous permettre à nous, PME et organisations patronales, d'exister et de développer de montrer notre savoir-faire, puisqu'on sait faire des choses. Professeur Johnson, je vais rappeler la décision historique de mobiliser désormais 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une telle résolution prise à Brazzaville le 29 mai dernier. Vous savez, il y a d'abord un problème épistémologique. Allez-y. Le problème épistémologique, je tiens à vous le dire, vous savez, surtout quand on forme des gens avec l'étude des cas. La problématique que l'on identifie oriente le débat. Donc, il faut faire très attention aux problématiques, et parfois les problématiques, elles ne sont pas vraiment au cœur de... L'identification d'une problématique oui. n'est pas certainement optimale par rapport à la cible du problème qu'on désire traiter. Ça, c'est un problème épistémologique que je soulève. Voyez-vous, parce que certaines problématiques orientent, etc. Cela dit, il faut regarder, nous ne sommes pas là pour critiquer, etc. Mais on peut. Il y a, lorsqu'on parle de choix des investissements, oui. N'est-ce pas, il y a en économie, surtout en calcul économique, métier que je pratique, ce qu'on appelle les effets d'entraînement. Il faut regarder, c'est par exemple, j'identifie un investissement. Est-ce que cet investissement va avoir un impact avec un effet d'entraînement? Oui. D'accord. Si l'effet d'entraînement est à la marge, est-ce que ça vaut réellement de lui donner une priorité dans la réalisation? Voyez-vous? Bon, ça c'est une chose que je désire dire absolument. Mais le problème qui se pose essentiellement au niveau de l'Afrique de manière générale, c'est le problème de ce que je vais appeler la souveraineté énergétique. Non, je vous demandais de vous prononcer par rapport à la question de la mobilisation des 4 000 milliards de dollars, décision qui a été prise à Brazzaville. Effectivement, qu'il y a un déficit énergétique à combler. Et mon collègue a répondu à la question. Je désire, si je prends une orientation différente, ce que je considère que la réponse qu'il a donnée peut-être retenir. Non, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Alors, puisque je suis en train de dire que la priorité, c'est la souveraineté énergétique, oui, mais il faut avoir les moyens. Moi, c'est 4 000 milliards, c'est 4 000 milliards. J'aurais préféré qu'ils soient investis dans la construction du barrage d'Inga et qui va avoir un effet d'entraînement. Il n'est pas encore mobilisé. C'est maintenant que la décision est prise de mobiliser ces 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. Oui, mais d'accord. C'est bien de pouvoir la mobiliser, mais pourquoi en faire? Je propose qu'on marque une pause. Pourquoi en faire? On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde.
NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième partie de notre émission, troisième partie de Frontal, dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des résolutions prises le 29 mai dernier à Brazzaville, à l'occasion des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et l'une des résolutions a été, du moins est encore effectivement, celle de mobiliser désormais 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine. L'institution financière veut ainsi se donner les moyens de financer les projets sur le continent, et ceci de façon autonome, avec comme slogan les solutions africaines aux problèmes africains. David Asiba Johnson, professeur. Vous posiez la question, une fois ces 4 000 milliards de dollars mobilisés, qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est ça que vous posiez? Oui, mais je suis pas en train de dire... ils sont suffisamment, j'espère qu'on aura suffisamment d'intelligence de comprendre. Si vous voulez, professeur, pour circonscrire l'échange au cours de cette troisième partie, le président de la BAD apporte une réponse à votre question. Pourquoi en faire? Qu'est-ce qu'il a dit à Brazzaville? Le président Sidi Outa, le Mauritanien, qui vient de prendre les rênes. Il a dit quelque chose, il a déploré quelque chose à Brazzaville qui inquiète. Il dit aujourd'hui, une tonne de bauxite que l'Afrique exporte lui rapporte $63. À $63 la tonne. La tonne. Oui, mais quand elle est vendue, quand elle revient en Afrique, quand elle revient sous forme d'aluminium, oui, c'est $3 500. Oui. Il faut transformer localement nos matières premières. Est-ce que ça répond à votre question? Écoutez, je vous ai dit, la souveraineté énergétique, la bauxite, comment vous le faites si vous n'avez pas d'énergie? D'accord, donc vous avez la réponse à votre question. C'est l'énergie, monsieur. Je vous ai dit, là, on perd du temps, on n'écoute pas ceux qui nous ont précédés. Ce problème de bauxite dont on soulève, etc. Vous savez, avant ma naissance, je suis obligé de le dire, remettons à César ce qui est à César. Cheikh Anta Diop avait traité le problème justement pour l'industrialisation de l'Afrique. Il a dit, parce que la bauxite là dont on parle, par exemple, un exemple, c'était le cas au niveau de la Guinée. On prenait la bauxite au niveau de la Guinée, c'était pas traité au niveau de la Guinée, on l'amenait... Maintenant, la BAD veut que ça change. Laissez-moi terminer. On l'amenait au niveau de la Sanaga au Cameroun, parce qu'il y avait un barrage qui avait été construit justement pour pouvoir produire de l'électricité et traiter cette bauxite. Mais il y avait une possibilité d'avoir justement une production d'électricité hydraulique directement au niveau de la Guinée. Donc, vous ne pourrez pas transformer les matières premières africaines si vous n'avez pas un coût de facteur énergétique qui soit suffisamment concurrentiel. D'accord. Par conséquent, je chute. La construction du barrage d'Inga est une nécessité. Parce que le barrage d'Inga, la production d'électricité du barrage d'Inga, va couvrir tout le continent en termes d'indépendance énergétique. Donc c'est la première résolution qu'il est nécessaire de faire en termes d'orientation. Oui, les objectifs, au fond, si on veut, nous avions dit dans la première partie de notre émission qu'il y aura un avant Brazzaville et après. Ce sont les objectifs qui sont énoncés. Maintenant, les moyens de les atteindre, évidemment, ça inclut, j'imagine, le comblement du déficit énergétique. Vous avez compris ça comme ça aussi, Madame Koroma? Oui, mais il n'y a pas que le déficit énergétique. Pas du tout, nous avons beaucoup de challenges pour accéder au développement de nos populations, développement de l'IDH, enfin indice de développement humain. Voilà, donc nous sommes conscients
nos pays sont conscients, je pense que c'est la même chose partout, mais en Côte d'Ivoire, l'État est tout à fait conscient que le développement va passer par les PME. Bien sûr. Nous sommes conscients que ces PME-là doivent monter en compétences. Absolument. Donc l'acquisition de la compétence se fait par plusieurs moyens, soit par les partenariats qui sont négociés au plus haut niveau avec obligatoirement un transfert de compétences viable et sécurisé, mais aussi ça peut être par l'acquisition de compétences, par l'embauche d'étrangers compétents pour réaliser des tâches précises. Mais pour ça, il faut que nous soyons dans un cadre, dans une politique précise. Nous, au niveau d'une organisation patronale que je suis, la Confédération patronale unique des PME, nous tentons de mettre en place des outils. Aujourd'hui, nous travaillons sur un hub qui va permettre de diminuer, d'anéantir les distances entre les PME et les donneurs d'ordre ou les gens qui proposent des... Pourquoi? Parce que vous créez une passerelle? Nous créons un hub numérique, une plateforme sur laquelle les gens vont pouvoir se former. Ils vont pouvoir répondre aux appels d'offres. Déjà, avoir l'information de l'appel d'offres. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans la main. C'est ça. Donc, sur Internet, si vous avez l'information, que vous avez une équipe qui vous accompagne pour répondre à un appel d'offres, parce que ça peut être, pour une PME, ça peut être compliqué de répondre à un appel d'offres. Il faut remplir des dizaines de documents et c'est très compliqué. Deux points très rapidement pour terminer cette émission, mais je viens, puisqu'on est en train de parler du PME, je sais d'expérience que le problème principal des PME sur le continent, c'est l'accès au financement. Oui. Et cette équation-là, oui. Vous la réglez comment? L'accès au financement, les banques prêtent, mais elles prêtent. Pour qu'elles prêtent, il faut qu'elles aient confiance. Oui, parce que le risque est élevé en Afrique. Le risque est élevé, je pense, en Afrique, mais pas plus qu'ailleurs, parce qu'en Afrique, on a un problème d'information, de transmission de l'information. D'accord. Donc, si nous arrivons à mettre en place, surtout nous, professionnels du chiffre, à mettre en place des systèmes qui montrent aux institutions financières la réalité, parce que on peut dire quelqu'un est informel, mais la dame, elle vend des galettes au marché, mais elle fait 3 millions de chiffre d'affaires. C'est ça. Absolument. Il faut qu'on arrive à démontrer à une banque que cette dame-là, elle fait ce chiffre d'affaires à telle fréquence, depuis tel nombre d'années. Il faut qu'on arrive à démontrer, prouver cette information-là pour que les banques soient rassurées. C'est vrai. Pareil pour l'agriculteur, hein. Exactement. Pour la dame du vivrier, la transformatrice. Mais madame, il ne perdez pas de vue quand même que les coûts des capitaux sont très élevés en Afrique. Il ne faut pas négliger cela. Et si vous avez des coûts de capitaux qui sont très élevés, c'est-à-dire le taux d'intérêt très élevé, il faut ne pas faire l'économie d'une politique monétaire active qui permette de déterminer un taux d'intérêt qui va permettre de booster les activités nationales. Vous n'allez pas pouvoir dire, oui, on va s'aligner sur des taux d'intérêt de banque alors que le niveau de rentabilité n'est pas là. C'est très intéressant ce que dit le professeur. Et Brazzaville semble apporter une... Ah, mais j'ai décortiqué les résolutions de 61e Assemblée nationale. C'est intéressant ce qui a été dit. Alors, ils ont... Enfin, les propositions lors des travaux des panels, c'est de créer, de revenir au principe de subsidiarité, où la Banque africaine, vous l'avez vu aussi, où la Banque africaine s'approprie d'une certaine manière, ou participe au capital des autres institutions financières, et que ces institutions financières, justement, utilisent cette relation avec la Banque africaine dans la recherche et dans la mobilisation de ressources et de crédits, et même dans l'octroi de mais le problème, l'intervention de la Banque africaine de développement, ce n'est pas le même problème lorsque vous prenez l'économie du Maroc, l'économie de la Tunisie. On est d'accord. Non, l'économie du Maroc, le Maroc bas monnaie, la Tunisie bas monnaie, l'Algérie bas monnaie, n'est-ce pas? Les zones de la France CFA ne battent pas monnaie. Oui. Donc les problèmes ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Donc alors non, soyons sérieux. Le problème de la souveraineté monétaire au niveau du continent de l'Afrique de l'Ouest est un problème qui est réel pour déterminer des taux d'intérêt qui vont permettre justement de booster l'économie. Vous ne pourrez pas faire l'économie justement de ne pas battre monnaie. Nous devons battre monnaie pour qu'il y ait justement cette orientation. C'est une question qui a sa pertinence et qu'il faut aborder. Et effectivement,
Alors, vous qui êtes spécialiste des finances, je parlais tout à l'heure de la nouvelle architecture africaine de financement mise en place à Brazzaville, parce qu'on a l'impression qu'une véritable architecture de financement nouvelle est en train d'être mise en place. Quel regard vous portez là-dessus, notamment l'idée de la construction d'un écosystème de financement des projets sur le continent? C'est une très bonne idée, sauf que l'épargne, pour revenir aux 4 000 milliards d'épargne, une très bonne idée, mais qui épargne en Afrique? Ça, c'est une question. Qui a un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir épargner? Déjà qu'ils ont du mal à joindre, à arrondir les fins du mois. 20% du PIB de l'Afrique nous donne l'équivalent de 4 000 milliards de dollars, sauf qu'il faut trouver ceux qui épargnent, ceux qui ont suffisamment de l'argent pour consommer et qui mettent une partie à côté pour pouvoir épargner. Il n'y en a pas. Si. Il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas encore. Mais madame a identifié un point très important. Encore une fois, la BAD fixe des objectifs. Oui. Les mécanismes s'approprier le secteur informel. Il faut rentrer, il faut pénétrer le secteur informel, mais la BAD, faire venir le secteur informel dans la BAD. 60% détenu par son capital est détenu par les États africains, 40% je suis d'accord, par des pays qui ne sont pas, qui sont dans l'OCDE et dans les BRICS. Oui. C'est un problème. Est-ce que ces pays ont intérêt à ce que l'Afrique s'industrialise? C'est une bonne question. Et vous pensez, moi, j'ai la réponse? Mais c'est une bonne question. C'est là la question. On va mobiliser, et même dans l'épargne qu'on mobilise, l'épargne, la diaspora, on n'a pas à attendre 43 milliards. On n'a pas à attendre l'autorisation de quelqu'un pour s'industrialiser. Il faut une politique volontariste. Vous avez dit 60%. Sauf que... Nous sommes majoritaires. Oui, sauf que les 40% ont un pouvoir de blocage. Ça, c'est vrai. Alors, les Américains sont partis. Sur le choix des investissements, sur le choix des investissements par la BAD, il y a le veto de ces 40%. C'est vrai, vous avez raison. Et c'est là le problème. Ça n'empêche pas de rêver. C'est pour ça que je parlais de l'émancipation. Ça ne nous empêche pas de rêver. On va faire confiance. Je dis la chose suivante. Oui. Pour résoudre notre problème, c'est relativement facile. Mais faudrait-il encore que nous ayons une volonté? On ne peut pas dépendre de les investissements étrangers pour développer un pays. On est d'accord. On ne peut pas, n'est-ce pas? Faudrait-il qu'on définisse la trajectoire de développement? L'Afrique, la valorisation effectivement des matières premières, parce que elle ne peut pas se faire sans l'électricité. On est d'accord. Mais l'électricité, quel est l'avantage de l'investissement de la production électrique? Il y a des critères d'investissement, d'évaluation des investissements. On appelle taux interne de rentabilité, valeur nette, et il y a ce qu'on appelle le payback, c'est-à-dire le temps qui est mis pour régler l'investissement, le coût de l'investissement. Le coût, si vous prenez effectivement la production, le barrage d'Inga, ça a un effet d'entraînement et un payback qui est le plus court possible dans le temps. C'est-à-dire, en moins de 50-10 ans, on pourra récupérer l'investissement qui aura été fait. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, des revenus peuvent être propagés, injectés dans les autres secteurs, qui sont des secteurs soit en amont, soit en aval. La question est centrale. Si vous ne pouvez pas, si vous ne résolvez pas le problème d'énergie, vous n'avez pas la valorisation de vos biens et de vos productions internes. C'est pas possible. Très rapidement, avant que je laisse le dernier mot à la dame. Un point très important de Brazzaville, qui marque aussi la rupture, c'est le fait que les emprunts que la Banque africaine de développement va faire doivent être accompagnés d'un effet de levier. Oui. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. C'est vrai. C'est-à-dire que la banque ne prête que si l'entreprise a déjà, ou le pays a déjà quelque chose comme apport, et les fonds apportés par la banque viennent améliorer la rentabilité de ses capitaux propres. Et ça, c'est nouveau.
dans l'architecture. Absolument. C'est vraiment nouveau. Totalement. Et s'ils arrivaient à appliquer ça, ça serait peut-être... Ils ne vont pas l'appliquer aux entreprises. La BAD ne prête pas aux entreprises. Elle prête aux États. Oui, bien sûr. Et les États n'ont pas de politique volontariste industrielle pour valoriser. Non, écoutez, ça c'est un effet de paille. Ça. C'est là le problème. Non, le dossier doit être revu en profondeur et en demandant de l'expertise derrière et que l'on définisse exactement. Mais vous occultez que c'est une chaîne. J'ai pas entendu. Vous occultez que c'est une chaîne, c'est-à-dire que quand un État octroie et reçoit un crédit de la BAD pour construire des routes, par exemple, des infrastructures routières, eh bien les PME en profitent automatiquement. Même si les PME directement n'en reçoivent pas chez la BAD, mais par ricochet, elles bénéficient forcément des crédits reçus par les États, non? Mais non? Écoutez, oui. Moi, je suis en train de... Alors, je sais que vous, par principe, vous êtes très critique. Non, mais c'est bien. Mais oui, je suis au service de mon pays. Mais bien sûr. Mais écoutez, je suis au service du continent africain. Je suis au service des Kamites. Vous avez raison. Mais soyons sérieux. Écoutez, je reviens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Chine, je reviens tout le temps, c'est important. Allez-y très rapidement. Laissez-moi rapidement faire. Oui. C'est important, souffrez. Oui. Vous savez, il y avait Ernest Renan qui, au 19e siècle, avait fait la hiérarchisation des races en disant les Européens sont faits pour penser, les Asiatiques sont faits pour faire du travail manuel. Et les nègres, eh ben, ils sont les derniers de la roue, ils ne foutent absolument rien du tout. La Chine a pu, en moins de 30 ans, sortir et produire presque tous les biens. Ce que l'Europe faisait en 150 ans, ils l'ont fait en moins de 50 ans. Moi, je dis que l'Afrique a la possibilité de le faire en moins de 25 ans. Bien sûr. Donc, il faut que nous soyons suffisamment critiques pour savoir quelles sont les obstructions qui existent afin de pouvoir avancer. Totalement d'accord. Donc, les architectures financières telles qu'elles sont actuellement ne sont pas opérables, non, efficaces, efficientes par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Donc, il est nécessaire justement de dire, écoutez, il faut revoir sa copie. On doit revoir sa copie. Monsieur Sidi Ould-Tah, président de la Banque africaine de développement, si vous nous suivez, le professeur recommande effectivement... Oui, qui nous invite, nous leur dirons ce qu'il faut faire. Merci. Je vous laisse le dernier mot, Madame Koroma. Merci beaucoup. Donc, le débat a été très riche, mais ce que je retiens de ce changement de paradigme de la BAD, comme je l'ai dit au début, c'est beaucoup d'espoir parce que ça donne l'impulsion à nos États de prendre conscience que le développement ne va venir que de l'intérieur. Nous demandons, comme nous avons toujours demandé, plus de confiance en nos PME, parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, mais il faut nous faire confiance, il faut nous soutenir, parce qu'il faut une volonté de l'État pour que nous puissions avancer dans ce chemin-là qui est... Enfin, nous savons que l'économie mondiale est rude. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cet échange. Emmanuel Okamba, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Professeur David Asiva et Johnson, merci à vous également d'apporter ce sens critique, comme vous le dites, qui permet. Alors, je peux juste ajouter un mot par rapport à notre sœur, c'est que vous avez, pour que les PME-PMI puissent exister et être efficace, ça dépend justement d'une définition d'une politique industrielle qui va tenir compte de ce qu'on appelle de global value chain, la chaîne de valeur. Merci. Oui, mais c'est important. Oui, bien sûr. Terminer. Bien sûr. Oui, et ces chaînes de valeur mondiales doit c'est à ce niveau-là qu'on pourra savoir où la PME pourra se positionner pour que la pérennité de cette institution soit effective. Mais si l'État n'a pas pensé une politique industrielle, eh ben, ça ne sert absolument rien du tout. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au décryptage des résolutions prises par la Banque africaine de développement à l'occasion de cette 61e Assemblée annuelle à Brazzaville, au Congo. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles
fidèles à nos programmes, vous suivrez et vous pouvez suivre cette émission sur nos différentes plateformes numériques et surtout abonnez-vous massivement pour continuer à nous encourager pour produire du contenu. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie et restez fidèles au programme de NCA TV. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.